Omniprésente dans la société moderne, la publicité s'expose en couleur et en grand format. Tout a commencé avec l'affiche, une idée de génie que 3 visionnaires ont eue il y a plus d'un siècle. C'étaient les plus célèbres publicistes de leur époque. Lucian Bernhardt met en avant le produit et la marque. Son principe, réduire le message à l'essentiel. Avec ses affiches, Ludwig Hohlwein raconte des histoires qui suscitent l'émotion. Je suis toujours subjuguée par la force de ces images. Quant à Julius Klinger, il se sert de l'humour pour convaincre. Il a eu une influence considérable sur le graphisme publicitaire. Bernhardt, Hohlwein et Klinger. Ils ont jeté les bases de la publicité moderne. Au XXIe siècle, leur langage pictural est toujours d'actualité. Au début du XXe siècle, Berlin est une métropole moderne et bouillonnante. Les grands magasins s'y multiplient. Les Berlinois sortent au théâtre, dans les cafés, se déplacent en tram et inaugurent le métro. L'époque est au mouvement. En quelques années, la physionomie de la ville change du tout au tout, avec Paris pour modèle. Centre artistique de l'Europe, Paris accueille l'avant-garde de la peinture, de la musique et de la littérature. C'est ici que se dessinent les prémices de l'affiche publicitaire moderne. D'illustres artistes s'essaient à ce nouveau moyen d'expression. Henri de Toulouse-Lautrec accentue les contrastes pour capter le regard. Alphonse Murat excelle dans le style Art Nouveau, tout en arabesque. Quant à Jules Chéret, il mise sur l'explosion des couleurs. À l'époque, l'esthétisme l'emporte sur le message publicitaire. Mais bientôt, l'affiche va s'affranchir des contraintes artistiques. Dans les grandes villes, sans cesse de nouvelles marchandises sont mises sur le marché et l'agitation urbaine sollicite les sens à l'excès. Les affiches d'artistes ne suffisent plus à attirer l'attention. En 1901, un jeune artiste originaire de Stuttgart débarque à Berlin. Il choisit le pseudonyme de Lucian Bernhardt. Bientôt, il fait une rencontre qui s'avérera décisive. Quelques années plus tard, il en gardera encore un souvenir très vif. Quand j'ai fait la connaissance d'Ernst Growald, qui était à l'époque le pape de la réclame, il m'a proposé d'emblée 20 marques pour que je me lance dans la création d'affiches. Ernst Growald est directeur du département publicité chez Höller Baum und Schmidt, la plus grande imprimerie de la capitale. Avec son appui, Lucian Bernhardt crée à partir de 1903 une série d'affiches publicitaires avec un langage pictural minimaliste. C'est la naissance de l'affiche-objet. Le seul tirage original de l'œuvre la plus célèbre de Lucian Bernhardt est conservé au musée de l'affiche à Essen. Il s'agit d'une réclame pour les allumettes Priester.
On a ici la première version des allumettes Priester, qui date de 1903. Il y a la boîte, le nom de la marque, le nom du fabricant, et en dessous 2 petites allumettes. Par la suite, Bernhardt a supprimé des éléments, ne laissant que cette partie. Plus tard, il a aussi enlevé ce texte. Ne sont restés que le nom de la marque et les 2 allumettes rouges. Cette affiche a été publiée dans le magazine Moderne Réclame, dans le numéro de janvier 1904. Elle marque les débuts de l'affiche-objet. Toutes les caractéristiques de ce style d'affiche y sont superbement représentées, notamment le graphisme minimaliste utilisé pour faire la promotion du produit. Bernhardt se contente d'y faire figurer 2 allumettes. Hubert Riedel compte parmi les graphistes les plus renommés d'Allemagne. Il a à son actif de nombreuses affiches d'exposition pour de grands musées. Depuis plus de 40 ans, il collectionne les œuvres de Lucian Bernhardt et a organisé une exposition internationale sur ce grand nom de la modernité. Il existe une 2e version qu'il a créée plus tard, en 1915. La voici. On voit qu'il a conservé la même idée de départ. Le mot allumette a disparu. La marque est associée à un objet et à une image. Priester, allumette. Stiller, chaussures. Manoli, cigarette. Le message est réduit à l'essentiel. On note aussi le fort contraste utilisé pour favoriser tant l'impact visuel à distance que l'efficacité du message. Larges aplats de couleurs, typographie de grande taille et produits placés au centre de la composition, l'affiche-objet signe le début d'une nouvelle ère dans la communication publicitaire. On va faire une grande affiche avec l'inscription « Mini-école ». Et chacun de vous va y dessiner son portrait. Je vous distribue des craies grasses et on va commencer. Dans cet atelier pédagogique organisé au Musée du Travail de Hambourg, des enfants de maternelle s'essaient à la technique favorite de Lucian Bernhardt, la lithographie. Ce procédé d'impression consiste à dessiner d'abord un motif sur une pierre calcaire. La pierre d'impression, qui pèse 120 kg, est enduite d'un mélange de cire, de savon, de graisse et de suie. Ce mélange boit et retient l'encre, qui sera ensuite imprimée sur le papier. Attention à bien le poser sur la pierre. Allez-y à fond jusqu'à ce que ça bloque. Maintenant, Ariane, tu soulèves le coin. Vas-y doucement, pas trop vite. Encore un peu. Il n'y a pas de couleur. Je vous aide. Les affiches de Lucian Bernhardt et de ses confrères étaient en couleur, ce qui rendait le procédé d'impression beaucoup plus complexe. Voici la gamme chromatique d'une affiche. Cela permet de voir les différentes couleurs qui ont servi à l'impression du motif. En tout, il y en a 7.
On commence par le jaune, puis on ajoute le gris, le bleu. On voit la construction progressive des couleurs. Comme chaque couleur est imprimée séparément, il faut une pierre différente pour chacune. Une pierre lithographique pour chaque teinte. 6 ou 7 passages sous presse, voire plus, sont donc nécessaires pour réaliser une impression complète sur papier. Un processus long et délicat. À la fin du XIXe siècle, une invention facilite la tâche des imprimeurs, la presse offset. Le musée du travail de Hambourg en conserve une. Elle permet d'imprimer jusqu'à 1200 affiches par heure, contre 50 en tirage manuel. L'affiche devient alors un moyen de communication de masse. Au début du XXe siècle, l'art de l'affiche suscite l'intérêt des collectionneurs. À Berlin, le jeune Hans Sachs commence une collection qui comptera vite plus de 12 000 pièces. Lucian Bernhardt et Hans Sachs se lient d'amitié et fondent en 1905, avec d'autres passionnés, l'Association des Amis de l'Affiche. En 1910, Hans Sachs devient l'éditeur de la revue Das Plakat, consacrée exclusivement à ce nouveau moyen d'expression. Elle devient la référence pour les graphistes et les illustrateurs et célèbre l'affiche comme une forme artistique à part entière. Hans Sachs rassemble autour de lui les plus grands talents créatifs. Voici le livre d'or de Hans Sachs. Il a entretenu très tôt des liens avec les grands affichistes allemands et a recueilli leurs dédicaces dans ce livre à partir de 1912. La première page est consacrée à Lucian Bernhardt. C'est un autoportrait satirique où il s'est représenté debout sur un îlot de circulation en plein Berlin, entouré de sortes de colonnes Maurice, à savoir les supports où il exposait ses créations. Il s'est autoproclamé empereur des colonnes et a mis un titre français en guise de pied de nez, estimant que son art était aux antipodes du style français. En feuilletant le livre, on croise de nombreuses personnalités, notamment Ludwig Hohlwein, dont le style était diamétralement opposé à celui de Lucian Bernhardt. Du point de vue graphique, c'est complètement différent. Ludwig Hohlwein maîtrise un langage pictural complexe. Il joue sur les émotions et les personnages pour raconter des histoires. Originaire de Wiesbaden, il quitte sa ville natale pour aller suivre des études d'architecture à l'Université technique de Munich. Il y découvre une scène artistique très dynamique. En 1892, un groupe d'artistes y a fondé la Sécession munichoise, qui s'oppose à la tutelle exercée par l'État sur le monde de l'art. Grâce à l'hebdomadaire satirique Simplicissimus,
l'illustration graphique gagne ses lettres de noblesse. Ludwig Hohlwein réalise d'abord des illustrations pour la Corporation des étudiants en architecture. Il séjourne à Dresde, Londres et Paris avant de revenir s'installer à Munich. Il se fait un nom grâce à ses activités de créateur de meubles et d'architecte d'intérieur. Pendant ses loisirs, il s'adonne à l'équitation et à la chasse, des passions qui se reflètent aussi dans ses affiches. Ludwig Hohlwein y met en scène la bourgeoisie aisée qui l'immortalise d'une manière inédite. Cette thématique lui vaut un grand succès. La collection du Musée des Arts et Métiers de Hambourg est l'une des plus anciennes et plus remarquables au monde. Elle comprend des œuvres majeures de Ludwig Hohlwein. Voici deux exemples d'œuvres qu'il a réalisées à ses débuts. Le dessin des personnages est réduit à de simples contours et reste bidimensionnel. L'accent est mis sur l'ornement. Autre élément essentiel, c'est la manière dont est traité le texte. Ludwig Hohlwein n'essaie pas d'unifier texte et image, comme c'était l'usage jusque-là. Au contraire, il met clairement le texte en exergue et laisse l'image parler d'elle-même. Le berlinois Lucian Bernhardt et le viennois Ludwig Hohlwein. En quelques années, les deux graphistes sont passés maîtres dans l'art de l'affiche. Ils se livrent un duel à distance, chacun peaufinant son propre style. Leur premier duel porte sur une chaussure pour dame de la marque Stiller. En 1908, Lucian Bernhardt signe un classique de l'histoire de l'affiche-objet. Bernhardt limite son dessin à une seule chaussure qu'il place dans la diagonale de l'affiche, ce qui forme une ligne dynamique. Et il ajoute simplement le logo Stiller en haut. Quant à Hohlwein, il raconte une histoire, comme à son habitude. À l'arrière-plan, on voit un bouquet et une jolie carte décorée d'une couronne. La belle chaussure féminine est bien sûr le motif central. Ces éléments se retrouvent dans beaucoup d'affiches de Hohlwein. Il se passe quelque chose d'inattendu, à savoir une sorte de transfert. Le spectateur se projette dans la scène suggérée par l'affiche en se disant « Voilà qui est intéressant. Si il ou elle fait ça, je peux le faire moi aussi, comme sur la réclame pour le café Hague avec un joueur de tennis. Si cet homme si distingué boit de ce café, alors pourquoi pas moi ?» Le troisième pionnier de l'affiche moderne se nomme Julius Klinger. Quelques pages après Ludwig Hohlwein, on découvre Julius Klinger. Dans cet autoportrait satirique, il s'est représenté avec un gros sac sur le dos, d'où tombent toutes sortes de personnages provenant d'autres affiches. Les amateurs du genre y retrouvent de vieilles connaissances.
Au tournant du XXe siècle, Vienne est la capitale de l'Autriche-Hongrie. Véritable mosaïque de peuples, la double monarchie réunit des cultures et des religions très diverses. Vienne devient un creuset où se mêlent tous les talents artistiques. Le Viennois Julius Klinger est d'origine juive. Ses œuvres fascinent par leur singulière légèreté. Il a peaufiné son style en tant qu'illustrateur pour plusieurs journaux satiriques, notamment Lustige Blätter et Der Floh. Après quelque temps à Munich, il part en 1897 pour Berlin, où il fait la connaissance de Lucian Bernhardt. Les deux artistes ont des styles extrêmement différents. Encore loin du minimalisme, Julius Klinger cherche avant tout à faire sourire. C'est magnifique, non? Signé Klinger. Ce ciel sombre et la silhouette de la ville, un trait tout en retenue mais qui structure l'ensemble de la page. Et le fez sur la lune. Helmut Rademacher est un des plus grands spécialistes de l'affiche historique dans le monde germanophone. Pendant 20 ans, il a dirigé les collections du Musée de l'histoire allemande à Berlin et a été l'un des premiers à reconnaître l'importance de l'affiche en tant que source historique. Il n'était jamais méchant dans ses dessins. Il faisait preuve d'une tendre ironie, plutôt bienveillante, tout en étant pertinent et extrêmement drôle. Lui-même était plutôt du genre belliqueux, et il se faisait souvent mal voir. Un personnage querelleur qui emploie un langage clair. Julius Klinger a la conviction que l'art doit être au service du commerce. Des trois affichistes, il est le seul à théoriser son travail. Il transmet son savoir en donnant des cours et des conférences. Nous savons enfin que nous ne créons pas de valeurs éternelles, mais un travail sans prétention, soumis par nature à la mode de l'époque. Il joue sur le nom palme en faisant figurer un palmier dans sa composition. Il ne montre pas de cigare, du moins juste un tout petit, celui que fume l'enfant noir assis sur le palmier. Cela apporte une petite touche ludique. Cependant, nous nourrissons un espoir immodeste. C'est totalement inattendu. Pour faire la réclame d'une boutique de cravates, on imaginerait plutôt un homme distingué, élégamment cravaté. Mais Klinger est toujours là où on ne l'attend pas. Il surprend par ses idées vraiment originales. Celui que nos travaux deviennent, d'ici 50 ou 100 ans, des documents sur la culture de notre temps. Cette affiche pour la semaine de l'aviation de Johannisthal était atypique pour l'époque, mais aussi très populaire. Au lieu de dessiner des avions dans le ciel comme on aurait pu s'y attendre, il a représenté un groupe de vieux notables, semblant sortis d'une autre époque, le nez en l'air, stupéfaits par la modernité de la scène à laquelle ils assistent. Nos travaux présenteront peut-être alors un intérêt plus grand que toutes ces images réalisées par milliers, sans finalité, dépourvues de sens, et qui n'ont en rien contribué à donner un caractère distinctif à notre époque.
l'affiche s'impose comme un moyen de communication à part entière. Désormais, elle est indissociable du message publicitaire. De nouvelles marques se lancent à la conquête du marché. Lucian Bernhardt crée alors une identité visuelle complète pour la marque de cigarettes Manoli. Bernhardt a largement contribué à la notoriété de Manoli grâce à ses affiches. Il en a réalisé beaucoup. Regardez, là, ça donne envie d'attraper la cigarette. Et la couleur orange attire tout de suite le regard. Elle est chaleureuse. De 1911 à 1920, Lucian Bernhardt imagine le logo, les emballages et la totalité du graphisme publicitaire de Manoli. Avant Manoli, aucune société n'avait confié la conception intégrale de son image de marque à un seul artiste, qui signe ainsi un style unique dans les moindres détails. C'est le premier exemple d'identité visuelle totale, comme on dirait aujourd'hui. Après avoir été en concurrence pour la publicité des chaussures Stieler, Lucian Bernhardt et Ludwig Hohlwein voient à nouveau leurs routes se croiser chez le constructeur automobile Audi. En 1912, Ludwig Hohlwein dessine pour l'entreprise une affiche qui restera célèbre. Le mot Audi signifie « écoute » en latin. Un clin d'œil au nom de famille du fondateur de l'entreprise, Horch, qui a ce même sens en allemand. Ce jeu de mots donne à Hohlwein l'idée de représenter un pilote tendant l'oreille pour apprécier le discret ronronnement du moteur. En 1920, Audi passe à Lucian Bernhardt une commande qui fera date dans l'histoire du graphisme. Le logo de la marque qui sera utilisé jusqu'en 2009. En quelques années, Lucian Bernhardt réalise les logos de nombreuses entreprises, notamment pour la UFA, célèbre studio de production du cinéma allemand. En 1914, il reçoit une commande de Robert Bosch, l'inventeur des bougies d'allumage. Ce dessin reste aujourd'hui encore dans la mémoire collective. La fameuse bougie Bosch avec les étincelles. Après la Première Guerre mondiale, en 1919, il apparaît également sur les emballages. On note aussi la présence des lettres BHD pour Bernhardt. Il était tellement connu que la simple mention de son nom sur la boîte était un argument de vente. Même si ces boîtes ne sont plus fabriquées aujourd'hui, l'empreinte de Lucian Bernhardt est toujours présente chez Bosch. La marque a conservé tel quel le logo d'origine. Fin novembre 1916. L'Autriche rend un dernier hommage à l'empereur François-Joseph. En 1918, la défaite austro-hongroise annonce la fin de la Grande Guerre. Vienne voit alors son statut changer. Jusque-là centre névralgique d'une grande puissance, elle n'est désormais plus que la capitale d'une petite république alpine. Julius Klinger revient dans sa ville natale, après 17 années de succès à Berlin. Peter Klinger est commissaire d'exposition au Musée des Arts Appliqués de Vienne. Il est spécialiste de l'œuvre de Julius Klinger, son homonyme.
En 1919, celui-ci est mandaté pour diriger la campagne publicitaire de Tabou, une grande marque de papier à cigarette. Pour Tabou, il élabore une stratégie globale. En plus d'une quarantaine d'affiches, il conçoit pour la marque des peintures murales grand format. Il a aussi l'idée de faire des encarts publicitaires dans le quotidien Neue Freie Presse. Tout l'aspect graphique est pensé dans les moindres détails. Il crée et met en œuvre un concept total. Les grandes affiches et panneaux publicitaires, ce n'était pas une nouveauté. On en voyait déjà en Amérique. Mais l'idée de peindre les façades de cette façon, c'était, je crois, vraiment novateur pour l'époque. Julius Klinger crée des panneaux de plus en plus grands. De nos jours, les annonceurs utilisent des façades entières pour y afficher leur publicité. Le graphiste place le logo au centre de ses créations, comme ici pour Tabou. Il réinvente en permanence le langage publicitaire visuel. Ici, on a une affiche en noir, bleu, blanc et rouge. Le nom de la marque est inséré dans une sorte de panneau de signalisation, ou peut-être une loupe, on ne sait pas trop. Klinger aime laisser planer le doute. On se demande ce qu'il a en tête. Le simple fait de se poser cette question éveille en tout cas l'attention. Là, c'est une autre affiche pour Tabou qui préfigure les tags des années 80. Klinger cherche toujours à explorer de nouvelles voies. Il épure le trait, créant un style qui tranche avec tout ce qu'on a vu jusque-là. À Munich, Ludwig Hohlwein s'oriente quant à lui vers les portraits. Dans les années 20, il est à l'apogée de son art. Il enchaîne commande sur commande et déploie sa créativité de façon ludique, en diversifiant beaucoup ses travaux graphiques. Roland Gruschka possède une collection privée exceptionnelle d'œuvres de Hohlwein. J'ai environ 200 livres pour lesquels Hohlwein a réalisé les couvertures et les jaquettes. Par exemple, une série sur le sport. Ici, un ouvrage sur l'aviron, là sur le tennis. Pour ce qui est du sport, justement, ces personnages correspondaient à la mode des années 1920, où le culte du corps s'exprimait notamment dans le naturisme. Là, on a une belle boîte très bien conservée. C'est une boîte à chaussures de la marque Panthère. Ce n'est pas un objet si rare. Les gens les gardent souvent pour y ranger de vieilles lettres. Mais elle est en parfait état comme à sa sortie du magasin dans les années 1920 ou 1930. Il y a même encore les chaussures dedans. Elles sont toutes neuves. Et le logo Panthère sur la semelle. Hohlwein a travaillé aussi pour l'entreprise Riquet à Leipzig. Voici une boîte de pralinés qu'il a dessinée. Elle est comme neuve. Il y a encore le papier à l'intérieur, mais plus les pralinés, heureusement, sans quoi il serait dans un drôle d'état. Là, on a le dessin d'une tête de chien qui existe aussi sous forme d'affiche. C'est un motif récurrent qu'on trouve sur différents types de paquets de cigarettes. Et sur des cendriers comme celui-ci. Il décore aussi des plaques émaillées. Hohlwein a dû créer un bon millier de modèles différents. Il a produit une telle diversité d'objets de qualité, c'est vraiment remarquable.
Ludwig Hohlwein aime la nature et le grand air, comme en témoigne le journal qu'il tient régulièrement à partir de 1928 et qu'il illustre avec soin. New York est depuis longtemps la capitale de la publicité. Après la Grande Guerre, les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale. New York, en plein essor au début des années 1920, est une ville pleine de promesses pour les publicistes. En 1923, Lucian Bernhardt, le créateur de l'affiche objet, est invité à New York pendant 6 semaines pour y donner des conférences. Subjugué par la ville, il décide d'y rester. Il s'installe dans un appartement du quartier chic de l'Upper East Side, dont il dessine lui-même le mobilier aux lignes modernistes. Le graphiste a beau avoir du succès en Europe, il peine à s'imposer aux États-Unis. Son travail n'a jamais vraiment correspondu à l'esprit américain en matière de publicité. Alors, pour gagner sa vie, il a créé des polices de caractère, ce qui lui a valu une certaine notoriété. Il en a inventé plus d'une dizaine pour l'American Typefunders, une fabrique de caractères typographiques. La plus connue est Bernhardt Gothic, déclinée en plusieurs variantes. On peut l'acheter sur des sites web spécialisés. Ainsi, son héritage perdure aujourd'hui sous forme numérique. Par la suite, Lucian Bernhardt reçoit des commandes plus importantes. Mais il n'a pas la liberté dont il jouissait autrefois à Berlin. Bernhardt avait sa propre façon de faire. Il ne voulait pas travailler avec les autres. Dans ses affiches, on trouve rarement des portraits. Il était doué pour saisir l'essence d'un produit et choisir la typographie qui ferait mouche. C'était un très grand coloriste. Mais c'était une personnalité difficile à contrôler pour une agence de publicité. Et surtout, les chefs d'agence n'étaient pas des artistes, mais des publicitaires. Alors que Lucian Bernhardt a du mal à séduire l'Amérique avec ses affiches minimalistes, Ludwig Hohlwein remporte l'adhésion du public avec son style expressif. En 1923, une exposition lui est consacrée à New York. Le duel des deux graphistes continue. Je pense que les créations de Hohlwein exposées à New York étaient populaires parce qu'elles racontaient des histoires et qu'elles relevaient d'un style plus pictural. Il faisait la promotion d'un mode de vie moderne, nourri d'optimisme. Et ses œuvres véhiculaient des valeurs auxquelles les Américains pouvaient s'identifier.
Julius Klinger tente lui aussi sa chance aux États-Unis. En 1928, il voyage à travers le pays avec un catalogue de ses créations, espérant convaincre des clients potentiels, entreprises industrielles ou maisons d'édition. Il aimerait suivre la voie de son confrère et ami Lucian Bernhardt. Mais ses espoirs sont vite déçus. Et après quelques mois, il rentre à Vienne. Aux États-Unis, la publicité était gérée par des agences et par des chefs de publicité, comme on les a appelés plus tard. On demandait aux artistes d'être des exécutants, pas des concepteurs, ce qui ne correspondait pas au mode de fonctionnement des artistes européens. À mon avis, ce qu'il regrettait aux États-Unis, c'était le manque de compréhension de ce qu'était la création artistique. La vie intellectuelle et culturelle propre aux grandes métropoles européennes a dû lui manquer aussi. Dans l'Allemagne nazie, les dirigeants détournent le langage publicitaire moderne à leur profit. L'affiche joue un rôle primordial dans l'appareil de propagande. Le 25 avril 1933, Ludwig Hohlwein adhère au parti nazi et entame une collaboration avec différents organes du parti, notamment les jeunesses hitlériennes, les SS, les SA, ainsi que plusieurs ministères du Reich. Le graphiste réalisera une bonne quarantaine d'affiches de propagande. Quand il s'est tourné vers la politique, il a eu recours aux mêmes techniques que celles qu'il utilisait pour la publicité. Je pense que c'est un patriotisme exacerbé qui l'a conduit vers les nazis. Ce qui le distingue des autres affichistes de son époque, c'est le style, la touche personnelle qu'il apportait à ses travaux. Il créait des icônes. Il ne s'agissait pas tant de faire des portraits d'Hitler, ça aurait été facile. Il faisait surtout des portraits de partisans d'Hitler. Quand il peignait une figure féminine des jeunesses hitlériennes, il la représentait comme une athlète, mais aussi comme un modèle auquel on pouvait s'identifier. Ces images suscitent une émotion, et c'est tout à fait déterminant. Que ce soit pour vendre un service, un produit, ou faire de la propagande pour une idéologie. C'est l'essence même de notre société et de la culture consumériste moderne. Ce qu'il montre, c'est le meilleur des mondes. Il présente une vision volontaire de l'avenir. Il utilise les mêmes ressorts pour la propagande politique que pour les réclames de mode féminine. Son message, si nous suivons tous cette voie politique, alors nous deviendrons une communauté nationale formidable et nous aurons tous des corps magnifiques. C'est la même idée qui sous-tend ces images. Comme il ne peut pas et ne veut pas créer des images alarmantes et agressives, il arrête son activité au début de la guerre. À ce moment-là, il n'est plus question de beauté. De retour à Vienne, Julius Klinger développe davantage son concept de l'abstraction graphique. Lignes minimalistes et simples lettres remplacent les motifs figuratifs. Il emploie des formes géométriques et sa palette se limite à quelques couleurs.
On a ici la lettre I de l'alphabet latin. C'est intéressant. Le graphisme de cette lettre symbolise aussi une personne qui tend la main pour donner quelque chose. On peut la voir à la fois comme une lettre et comme un geste de don. Voici une affiche pour l'emprunt destiné à l'État autrichien. Le graphisme est réduit à sa plus simple expression. L'Autriche est symbolisée ici par un E, première lettre de son nom en allemand. Il y a une harmonie superbe entre la typographie et cette lettre surdimensionnée. Julius Klinger réalise sa dernière affiche pour Ankerbrot, une société du secteur alimentaire. Si les œuvres de ses débuts sont marquées par l'humour, la fin de sa carrière est placée sous le signe du minimalisme. Sur cette affiche, il fait simplement figurer l'année et le nom de la société. Le 27 avril 1938, les biens de Julius Klinger sont confisqués. Comme tous les Juifs, il est tenu de respecter le couvre-feu. Son logement lui est aussi confisqué. Il se retrouve dans l'impossibilité de travailler. Avec Émilie, son épouse et d'autres familles juives, ils sont transférés dans un centre de regroupement. Cette photo montre un mur d'affichage vide, avec quelques croix potentiées. Elles sont un peu l'équivalent des croix gammées pour les Autrichiens. C'est l'emblème du Front patriotique, un parti d'extrême droite autrichien de l'époque. La photo a été prise par Julius Klinger, qui l'a ensuite envoyée en Amérique à l'attention de Joseph Binder, comme pour lui faire passer le message qu'il avait eu raison de partir aux États-Unis. En Autriche, il n'y avait plus rien à faire pour un graphiste. Les murs étaient dénudés et les magasins vides. Le 2 juin 1942, un millier de Juifs viennois sont arrêtés. Parmi eux, Julius Klinger et son épouse. Ils sont déportés au camp d'extermination de Malitrostenetz, près de Minsk. Le nom des époux Klinger apparaît pour la dernière fois sur cette liste de prisonniers. Quant à Ludwig Hohlwein, il reste à Munich durant la guerre. Dans son journal, il consigne le déroulement du conflit et les terribles bombardements nocturnes. Le 16 juillet 1944, il écrit « Mon atelier est détruit ». Pour Hohlwein, c'est la fin. Après la guerre, il est accusé de collaboration avec les nazis. Condamné, il se voit interdire l'exercice de sa profession. Il est rétabli dans ses droits au printemps 1949 et séjourne alors à Berchtesgaden où il reprend son activité. Il décède peu de temps après, le 15 septembre 1949. Après la guerre,
Lucian Bernhardt reste à New York. Il s'éloigne progressivement de la publicité pour se consacrer à la peinture et à la sculpture. L'âge d'or de l'affiche est bientôt révolu. Comme le pressentait déjà Julius Klinger en 1913. La nouvelle génération de dessinateurs de réclame se composera d'artisans et de professionnels motivés et compétents, qui proposeront non seulement une prestation artistique, mais s'efforceront aussi de faire de la réclame un outil économique encore plus efficace. Lucian Bernhardt, Ludwig Hohlwein et Julius Klinger nous ont laissé un vaste héritage dont on retrouve les traces aussi bien à New York qu'aux quatre coins du monde. Ces maîtres de l'affiche sont bel et bien les pères de la publicité moderne. Et après, on fait quoi? On passe la gomme arabique. So, und hier ein guter Schluck Buntanstein. Richtigen Platz. Jetzt muss ich hier kurz noch mal ein bisschen was einstellen.